Le vent glacial de Paris cinglait le visage d'Amélie Dubois alors qu'elle serrait les petites mains gelées de ses filles jumelles, Chloé et Léa. Âgée de seulement 4 ans, elle tremblait sous des manteaux bien trop fins pour cet hiver impitoyable. Leurs chaussures usées claquaient sur les pavés des Champs-Élysées, leurs estomacs vides, gargouillant dans un duo douloureux que seule une mère pouvait vraiment entendre. « Maman, j'ai faim », murmura Chloé, ses yeux bleus, identiques à ceux de sa sœur, brillants de larmes contenues. Amélie déglutit difficilement, sentant le poids des dernières pièces dans la poche de son manteau élimé. Ce n'était même pas assez pour un morceau de pain. Son regard erra sur l'avenue luxueuse, où les vitrines illuminées présentaient des sacs à main qui coûtaient plus que ce qu'elle n'avait jamais gagné en une année entière. Le contraste brutal entre ce monde d'excès et sa réalité actuelle était comme une gifle. C'est alors qu'elle le vit, l'Ambroisie, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait voir des tables chargées de mets, des assiettes à moitié pleines débarrassées par des serveurs pressés. Son estomac se tordit. Combien de repas étaient gaspillés là chaque jour ? « Venez, mes petites », murmura Amélie, guidant ses filles vers l'établissement. Son cœur battait la chamade. Jamais elle n'aurait imaginé en arriver là, mais le désespoir de voir ses enfants affamés l'emportait sur toute fierté restante. La lourde porte du restaurant s'ouvrit, libérant une vague d'air chaud et d'arômes alléchants qui firent soupirer les fillettes. Un maître d'hôtel élégant s'approcha immédiatement, son regard critique évaluant les 3 silhouettes déplacées dans cet environnement raffiné. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix aussi froide que le marbre du sol. Amélie prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « S'il vous plaît, je sais que cela peut paraître étrange, mais auriez-vous des restes de nourriture ? N'importe quoi aiderait. »« Mes filles... » »« Madame, » l'interrompit le maître d'hôtel, sa voix maintenant basse et tranchante, « ceci est un établissement de haute gastronomie, pas une soupe populaire. Je vous suggère de chercher de l'aide dans des endroits plus appropriés. » Des larmes commencèrent à brûler dans les yeux d'Amélie, mais elle tint bon. « S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. Je peux faire la plonge, n'importe quoi en échange. » À ce moment, une voix profonde et irritée déchira l'air. Quel cirque se passe-t-il à l'entrée de mon restaurant préféré ? Antoine Moreau se leva de sa table privilégiée, son costume Dior homme à 10 000 € lui seyant à la perfection. À 28 ans, le PDG milliardaire était aussi célèbre pour son succès en affaires que pour son intolérance à tout ce qu'il jugeait indigne de son rang. « J'essayais d'avoir un dîner tranquille, » continua-t-il en s'avançant d'un pas vif, « et je suis obligé d'assister à cette mendicité. » Amélie sentit son sang se glacer. Les jumelles se cachèrent derrière ses jambes, effrayées par le ton hostile de l'homme. « Monsieur, je suis désolé, » commença Amélie. « Mais rien du tout, » la coupa Antoine, sa voix s'élevant assez pour attirer l'attention de tous les clients présents. « Avez-vous la moindre idée de combien les gens paient pour dîner ici ? Pour avoir une expérience exclusive ? Et vous pensez pouvoir débarquer et demander des restes comme si c'était une œuvre de charité ? » Des smartphones commencèrent à apparaître dans les mains des clients, enregistrant la scène. Amélie sentit Léa trembler plus intensément contre sa jambe. « J'ai perdu mon travail », tenta d'expliquer Amélie, sa voix défaillante. « On a été expulsés, et je... »« Et en quoi est-ce mon problème ?» rit Antoine sans humour. « Sécurité », appela-t-il en claquant des doigts. « Veuillez escorter cette personne et ses enfants dehors, et assurez-vous qu'elle comprenne que cet établissement n'est pas un lieu pour ce genre de comportement. » 2 colosses se matérialisèrent aussitôt. Amélie sentit des mains fermes sur ses bras, alors que ses filles se mettaient à pleurer ouvertement. « S'il vous plaît, pas devant mes enfants », plaida-t-elle, mais ses mots tombèrent dans le vide. « Maman !» cria Chloé alors qu'elles étaient pratiquement traînées dehors. L'air froid de la nuit les frappa comme une claque. Amélie trébucha sur le trottoir, parvenant à peine à rester debout pour ne pas tomber avec les filles. « Et ne revenez pas !» cria l'un des gardes avant de claquer la porte. À travers la vitre,
Amélie put voir Antoine Moreau retourner à sa table, ajustant sa serviette sur ses genoux, comme si de rien n'était. Les clients reprirent peu à peu leur conversation et leur repas coûteux, tandis que ses filles sanglotaient sur le trottoir glacial. S'accrochant au peu de dignité qui lui restait, Amélie éloigna Chloé et Léa de là. Le jardin du Luxembourg n'était pas loin, et à 7 heures de la nuit, certains des bancs les plus isolés pourraient servir de refuge temporaire. Elles trouvèrent un banc partiellement abrité par des arbustes. Amélie ôta son manteau, la seule couverture qu'elle pouvait offrir, et en enveloppa ses 2 petites, qui frissonnaient encore, non seulement de froid, mais aussi du traumatisme de ce qu'elles venaient de vivre. « Tout ira bien, mes amours », murmura-t-elle en les serrant dans ses bras. « Maman promet que tout ira bien. » Alors que les filles cédaient enfin à l'épuisement, Amélie laissa ses propres larmes couler en silence. Sa main trouva la poche intérieure du manteau usé où elle gardait son dernier bien de valeur, une vieille photo jaunie. Sous la faible lueur d'un lampadaire voisin, elle examina pour la 1000e fois l'image qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Un couple souriait en tenant un bébé. Au dos, seulement les initiales AR dans une écriture élégante dont elle avait mémorisé chaque courbe. La photo était son seul lien avec un passé trouble, son seul indice sur ses origines aux orphelins de Sainte-Marie. Combien de nuits avait-elle passé à imaginer qui étaient ces gens? Pourquoi l'avaient-ils abandonné? Avaient-ils la moindre idée que leur fille était maintenant sans abri, affamée, incapable d'offrir une vie décente à ses propres enfants? Amélie ferma les yeux, laissant les souvenirs de son enfance à l'orphelinat inonder son esprit. Les religieuses avaient toujours été gentilles, mais elles n'avaient jamais pu ou voulu lui donner d'informations concrètes sur son passé. « Vous avez été laissé ici, bébé, » disait-elle, avec seulement cette photo. Au fil des ans, Amélie avait tout essayé. Des détectives privés quand elle avait encore un peu d'argent, des recherches dans les registres publics, même des annonces dans les journaux locaux. Tout en vain. C'était comme si son histoire commençait avec cette photo, comme si elle s'était simplement matérialisée à l'orphelinat, sans passé ni origine. Le vent souffla plus fort, faisant se blottir instinctivement les filles dans leur sommeil. Amélie les serra plus fort, le cœur alourdi par l'ironie de sa situation. Elle, qui avait grandi en rêvant de découvrir sa famille, était maintenant la mère de 2 merveilleuses petites filles, mais incapable de leur fournir le nécessaire. Le père des jumelles avait disparu dès qu'il avait appris sa grossesse, la laissant affronter non seulement la maternité célibataire, mais aussi le défi d'être le seul soutien de 2 vies précieuses. Son emploi d'assistante administrative avait duré près de 4 ans, assez longtemps pour construire une routine modeste mais stable avec les filles. Puis vint la pandémie, les licenciements massifs, et soudain, elle n'était plus qu'une statistique parmi les chômeurs. Les mois s'éternisèrent, ses économies s'épuisèrent, et maintenant? Un sanglot s'échappa de ses lèvres, faisant s'agiter Chloé dans son sommeil. Amélie se força à se calmer. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant, pas quand ses filles avaient tant besoin d'elle. Son téléphone, un vieux modèle qui fonctionnait à peine, vibra dans sa poche. En consultant l'écran fissuré, son estomac se noua davantage. La vidéo de son humiliation au restaurant circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les commentaires cruels se multipliaient, certains la traitant d'opportuniste, d'autres se moquant de sa situation. Quelques-uns exprimaient de la sympathie, mais ils étaient rapidement noyés par la vague de jugement. Amélie éteignit le téléphone, incapable de continuer à lire. Le visage arrogant d'Antoine Moreau, l'homme qui l'avait humilié publiquement, était gravé dans son esprit. Comment pouvait-on être si cruel, si totalement dépourvu de compassion? Elle ne put s'empêcher de noter l'ironie. Il avait à peu près son âge, probablement né la même année qu'elle. Mais tandis qu'elle luttait pour survivre, il vivait dans un monde de privilèges si lointain de sa réalité qu'il aurait pu être une autre planète. « Maman » marmonna Léa endormie en serrant sa main. « Oui, mon cœur? Il y aura à manger demain ?» Le cœur d'Amélie se brisa un peu plus. « Oui, mon amour, je te le promets. Maintenant,
Dors, d'accord? Alors que sa fille se rendormait, Amélie contempla le ciel sombre de Paris, où seules quelques étoiles tenaces parvenaient à scintiller à travers la pollution lumineuse de la ville. Quelque part, peut-être, ses parents biologiques regardaient le même ciel. Savaient-ils que leur fille traversait tout cela? S'en souciait-il? Amélie serra plus fort ses filles, laissant l'épuisement l'emporter enfin. Demain serait un autre jour. Demain, elle devrait être forte à nouveau, continuer à se battre, continuer à chercher une issue. Mais pour l'instant, dans ce moment de vulnérabilité, sous les étoiles de Paris, elle se permit d'être juste une fille perdue, serrant le seul fragment de son passé dans une main, et ses espoirs pour l'avenir dans les deux petits anges endormis dans ses bras. Thérèse Martin ajusta l'écharpe autour de son cou, ses yeux vigilants fixés sur la jeune femme et les deux fillettes endormies sur le banc du jardin du Luxembourg. C'était la 3e nuit consécutive qu'elle les observait depuis le même endroit, partiellement cachés derrière un grand arbre. Ses années d'infirmière lui avaient appris à reconnaître les signes du désespoir, et cette petite famille irradiait la vulnérabilité par tous les pores. Mais la compassion n'était pas la seule raison pour laquelle elle revenait nuit après nuit. Quelque chose chez Amélie Dubois la troublait profondément, comme un souvenir persistant qui refusait de prendre forme. La vidéo de l'incident à l'Ambroisie lui était parvenue par sa nièce, qui l'avait partagée avec indignation dans le groupe familial. « Regardez comment les riches traitent les pauvres », disait le message. Thérèse, cependant, n'avait prêté que peu d'attention à l'homme d'affaires arrogant. Ses yeux étaient fixés sur le visage de la jeune mère, ses traits délicats, la façon dont elle protégeait ses filles. La première fois qu'elle était venue au parc, c'était par curiosité. La deuxième fois, par inquiétude. Maintenant, la 3e nuit, quelque chose de plus profond la poussait, une intuition tenace qu'elle ne pouvait ignorer. Un vent froid souffla à travers les arbres, faisant se serrer Amélie contre ses filles endormies. Thérèse sentit son cœur se contracter. Après 30 ans comme infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle avait vu plus que sa part de souffrance. Même 5 ans après sa retraite, elle portait encore les souvenirs de cette nuit fatidique de l'incendie, des souvenirs qui s'insinuaient parfois dans ses cauchemars. Non, elle repoussa le souvenir comme on chasserait une mouche agaçante. Ce n'était pas le moment pour ses propres fantômes. D'un pas décidé, elle sortit de sa cachette. « Bonsoir », dit-elle doucement, en gardant une distance de sécurité pour ne pas effrayer la jeune mère. Amélie se mit immédiatement sur la défensive, serrant plus fort les filles. « Qui êtes-vous ? Je m'appelle Thérèse Martin. J'étais infirmière. » Elle hésita, choisissant ses mots avec soin. « Je vous observe, vous et vos filles, et j'aimerais vous offrir de l'aide. »« Vous m'observez » fronça les sourcils Amélie, méfiante. « Pourquoi » Thérèse s'assit sur un banc voisin, ses mains ridées, agrippant un sac à main usé. « Parce que personne ne devrait dormir dans un parc, surtout pas avec 2 petites enfants. J'ai un appartement à Belleville. Ce n'est rien de luxueux, mais il y a du chauffage et de l'eau chaude. » Amélie rit sans humour. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance, une étrangère qui admet me suivre ?»« Parce qu'en ce moment, ma chère, vos options sont limitées, » répondit Thérèse, avec la franchise qui ne vient qu'avec l'âge avancé. « Et parce que, contrairement à cet homme d'affaires arrogant au restaurant, je veux vraiment aider. » Les jumelles s'agitèrent et Chloé ouvrit ses yeux ensommeillés. « Maman, j'ai froid. » Thérèse vit la résistance d'Amélie vaciller. Les mères feraient n'importe quoi pour leurs enfants, elle l'avait vu d'innombrables fois dans sa carrière. « Mon appartement est à 20 minutes d'ici en métro, » poursuivit Thérèse. « Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez partir à tout moment. Mais au moins pour ce soir, laissez-moi offrir un endroit chaud pour que vos filles dorment. » Amélie regarda ses filles, puis le ciel sombre qui menaçait de pleuvoir. Finalement, avec un profond soupir, elle hocha la tête. Le trajet en métro fut silencieux. Les jumelles, épuisées, se rendormirent sur les sièges en métal, tandis qu'Amélie gardait les yeux sur Thérèse, toujours clairement méfiante. Thérèse ne pouvait pas lui en vouloir. La ville avait appris à la jeune mère à être prudente. L'appartement de Thérèse était petit, mais accueillant.
Des décennies de travail acharné se reflétaient dans les meubles simples mais bien entretenus, le papier peint discret, les vieilles photographies dans des cadres usés. « La salle de bain est là, » dit Thérèse. « Il y a de l'eau chaude et des serviettes propres. Les filles ont l'air d'avoir vraiment besoin d'un bain. » Amélie hésita un instant, mais la promesse d'un bain chaud pour ses filles était trop tentante pour être refusée. Thérèse la regarda guider les jumelles endormies vers la salle de bain, entendant bientôt le son réconfortant de l'eau qui coule. En préparant du chocolat chaud dans la petite cuisine, Thérèse fut frappée par une autre vague de souvenirs. L'odeur de la fumée, les cris lointains, le chaos de cette nuit à l'hôpital. Ses mains tremblèrent, renversant un peu de lait chaud. « Ça va ?» La voix d'Amélie la ramena au présent. Elle se tenait à la porte de la cuisine, une serviette à la main. « Oh oui, oui !» força Thérèse un sourire. « Juste de vieux souvenirs. Les filles sont dans le bain ?»« Léa aide Chloé à se laver les cheveux », expliqua Amélie, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres pour la première fois. « Elles prennent toujours soin l'une de l'autre. Les jumeaux sont comme ça, » remarqua Thérèse en versant le chocolat chaud dans des tasses. « Ils partagent un lien spécial des... » Sa voix s'éteignit. Amélie s'était tournée pour prendre les tasses, et la serviette glissa légèrement de son épaule, révélant quelque chose qui glaça le sang de Thérèse. Une tache de naissance en forme de croissant. Le bébé pleurait quand elle l'avait nettoyé, cette nuit-là. La petite tache de naissance en forme de croissant, si claire dans sa mémoire. C'était une nuit chargée à la maternité, une nuit qu'elle n'oublierait jamais. « Thérèse » appela Amélie, inquiète. « Vous êtes pâle ?» Thérèse se stabilisa contre l'évier, ses jambes soudainement faibles. Cette tache de naissance, identique à celle qu'elle avait vue il y a 28 ans, ne pouvait pas être une coïncidence. Les dates correspondaient. Le visage d'Amélie, qui l'avait tant intriguée, prenait maintenant tout son sens. C'était comme une réverbération du passé, une confirmation de ses pires craintes. « Ce n'est rien, » mentit-elle, forçant un autre sourire. « Juste fatiguée. Pourquoi n'apportes-tu pas ces tasses à tes filles? Il y a des biscuits dans cette boîte. » Seule dans la cuisine, Thérèse se laissa glisser, jusqu'à être assise par terre, ses mains tremblant maintenant violemment. Le passé qu'elle avait tant essayé d'enterrer refaisait surface, apportant avec lui des questions douloureuses et des choix impossibles. Le feu se propageait rapidement dans l'aile est. La confusion, les cris, les infirmières courant avec des bébés dans les bras, le chaos consumant tout et tout le monde. Et puis, l'explosion. Thérèse pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de bloquer les images. Depuis 28 ans, elle portait ce secret, ce doute corrosif. Maintenant, le destin avait amené Amélie et cette tache de naissance révélatrice jusqu'à sa porte. Le son des rires des jumelles venait de la salle de bain, mêlé à la voix douce d'Amélie, fredonnant une berceuse. Une famille improvisée, unie par l'amour et l'adversité. Et Thérèse était assise là, détenant une vérité qui pourrait détruire non seulement cette petite famille, mais aussi d'autres. Devait-elle dire ce qu'elle savait, révéler les soupçons qui la tourmentaient depuis si longtemps? Et si elle se trompait? Et si son esprit, affecté par l'âge et le traumatisme de cette nuit, créait des liens qui n'existaient pas? Mais cette tache de naissance... Thérèse se leva lentement, ses articulations protestant. Dans sa chambre, enfermée au fond du placard, il y avait une boîte. À l'intérieur, des documents et des photographies qu'elle n'avait jamais osé donner aux autorités. Des documents et des photographies de cette terrible nuit, des rappels de l'un des pires moments de sa carrière et d'un mystère qui n'avait jamais quitté son esprit. Pour l'instant, décida-t-elle, elle garderait son secret. Elle devait être sûre. Elle devait enquêter davantage, confirmer ses soupçons. Amélie et ses filles avaient besoin de stabilité maintenant, pas de plus de tourmentes dans leur vie. Pourtant, en écoutant les voix joyeuses venant de la salle de bain, elle savait qu'elle s'était engagée sur un chemin sans retour. La vérité, comme le feu de cette nuit fatidique, avait sa propre vie, et tôt ou tard, elle consumerait tout sur son passage. Antoine Moreau contemplait les lumières de Paris à travers les baies vitrées de son penthouse, tout en se servant un troisième verre d'Armagnac.
Des gouttes de pluie commençaient à s'écraser contre les vitres, déformant la vue privilégiée de la ville, qui, normalement, le faisait se sentir comme un roi sur son trône. Ce soir, cependant, son luxueux penthouse ressemblait plus à une prison dorée. Son téléphone vibra une fois de plus sur la table basse. Il n'avait même pas besoin de regarder pour savoir. Une autre rediffusion de la vidéo, un autre commentaire outré, un autre titre à sensation. Un PDG milliardaire humilie une mère célibataire et ses enfants affamés à l'ambroisie. Le titre du Figaro était particulièrement dur. Le visage de l'inégalité, quand le 1% montre les dents. Et en quoi est-ce mon problème? Ses propres mots le hantaient, résonnant dans son esprit avec une clarté cruelle. L'Armagnac de 12 ans d'âge lui brûlait la gorge, mais ne pouvait effacer les expressions effrayées sur les visages de ses enfants, s'accrochant aux jambes de leur mère alors que la sécurité les traînait dehors. L'interphone sonna, interrompant ses sombres pensées. « Monsieur Moreau, votre mère est en train de monter. Elle insiste, c'est urgent. » Antoine rajusta sa cravate et tenta de reprendre contenance. Geneviève de Valois détestait tout signe de faiblesse, même chez son fils unique. Les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent, et elle entra comme une force de la nature, impeccable dans son tailleur Chanel, et ses perles qui coûtaient certainement plus que ce que de nombreuses familles gagnent en une année. « Antoine, mon chéri, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas répondre à mes messages? J'ai déjà parlé à notre équipe de relations publiques, et... J'ai été un monstre, mère, l'interrompit-il, passant ses mains sur son visage fatigué. Ses enfants, ils mouraient de faim. Comment ai-je pu? Geneviève soupira, posant son sac Hermès sur la table basse. Tu ne peux pas te laisser abattre comme ça. Oui, c'était un incident malheureux, mais rien qu'une bonne campagne de marketing social ne puisse réparer. J'ai déjà programmé une conférence de presse pour demain. Antoine entra dans son bureau, une pièce tapissée d'acajou et de cuir, qui avait coûté plus cher que de nombreux appartements entiers. Ses yeux se fixèrent sur la vieille photo sur son bureau. Lui et Isabelle, bébé, dormant paisiblement côte à côte. Sa sœur jumelle, perdue dans l'incendie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière il y a 28 ans. « Parfois, je me demande ce qu'Isabelle penserait de moi, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa mère. De l'homme que je suis devenu. « Oh, Antoine !» S'approcha Geneviève, son parfum coûteux emplissant la pièce. « Ne te fais pas ça. Ta sœur est partie. C'était une terrible tragédie, mais tu es toujours là, vivant, prospère. Tu ne peux pas laisser le passé t'empêcher d'avancer. » Il toucha inconsciemment la tache de naissance sur son épaule à travers sa chemise en soie, identique à celle que sa sœur avait, comme le montrait la photo. C'était l'une des rares choses qui les reliait encore, en plus des souvenirs de plus en plus flous que sa mère partageait lors d'occasions spéciales. « Comment était-elle, mère ?» demanda-t-il soudainement. « Les quelques jours que tu as passés avec elle. » Geneviève parut momentanément décontenancée par la question. « Antoine, pourquoi remuer cela maintenant? Voir ses jumelles aujourd'hui, le lien entre elles, m'a fait penser à ce que ça aurait été de grandir avec une sœur. » « Isabelle était magnifique, » répondit Geneviève après une pause, sa voix s'adoucissant. « Vous étiez identiques, bien sûr, mais il y avait quelque chose de spécial chez elle, une étincelle dans ses yeux. » Elle s'arrêta, respirant profondément. L'incendie a été horrible. Perdre un enfant, il n'y a pas de douleur plus grande. Antoine se retourna vers la fenêtre, regardant la pluie tomber plus fort. Parfois, je fais des rêves, des cauchemars en fait, de feu, le cri d'un bébé. Ce ne sont que des rêves, le coupa rapidement Geneviève. Tu étais bien trop jeune pour avoir un réel souvenir de cette nuit. Je dois faire quelque chose, mère, dit-il en changeant de sujet. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Cette femme, ces filles, elles ont besoin d'aide. Et nous ferons quelque chose, l'assura Geneviève. Demain, tu annonceras un don généreux à des organisations qui aident les sans-abri. Nous montrerons que Moreau Entreprises se soucie de la communauté. Ce n'est pas assez, protesta Antoine. Nous devrions essayer de la retrouver, lui offrir une aide directe. Absolument pas, claqua Geneviève.
Pas de contact direct. Cela créerait des précédents dangereux. Fais le don, montre un remords public et laisse notre service juridique gérer le reste. Antoine se servit un autre verre, ignorant le regard désapprobateur de sa mère. Le poids de l'empire Moreau semblait écrasant sur ses épaules ce soir. Depuis son enfance, il avait été préparé à prendre les rênes, à être fort, impitoyable quand c'était nécessaire. Mais à quel prix? Quand exactement était-il devenu le genre de personne qui chasse des enfants affamés d'un restaurant? « Tu sais ce qui m'effraie le plus, mère ?» dit-il en regardant le liquide ambré dans son verre. Si personne n'avait filmé, si ça n'était pas devenu viral, je ne me souviendrais probablement même pas de l'incident aujourd'hui. Ce serait juste une autre journée normale dans la vie du PDG Antoine Moreau. Geneviève se rapprocha, ajustant la cravate de son fils avec ce soin maternel qu'elle montrait rarement. « Tu es un homme bon, Antoine. Parfois, la position que nous occupons exige des décisions difficiles, une certaine distance. Mais ne laisse pas un moment d'erreur définir qui tu es. » Il hocha la tête machinalement, mais les mots sonnaient creux dans son esprit. Il revoyait les visages terrifiés de ses jumelles, si petites et vulnérables. Qu'est-ce que ça aurait été d'avoir une sœur? Qu'est-ce que ça aurait été de grandir avec Isabelle à ses côtés, d'avoir quelqu'un avec qui partager non seulement l'ADN, mais aussi les défis, les joies, les peines? La conférence de presse est prévue pour 10 heures, continua Geneviève sur son ton professionnel. Anderson a préparé un excellent discours. Tu t'excuseras, tu annonceras le don, et d'ici la fin de la semaine, tout cela sera de l'histoire ancienne. Quand sa mère partit enfin, Antoine retourna à la photographie d'Isabelle. La tache de naissance sur son épaule semblait le picoter, comme pour lui rappeler une connexion à jamais perdue. Ses jumelles au restaurant. Voir leur lien avait réveillé une vieille douleur, un sentiment de perte qu'aucun empire commercial ne pourrait jamais combler. Il sortit sur le balcon couvert, laissant la légère bruine toucher son visage. La ville s'étendait en dessous de lui, une mer de lumière scintillante. Par cette nuit pluvieuse, quelque part en bas, une jeune mère et ses filles étaient peut-être dans le froid et la faim à cause de son arrogance. Et lui, il était au sommet du monde, se sentant plus seul que jamais. Antoine ferma les yeux, laissant les gouttes de pluie se mêler aux larmes qu'il se permit enfin de verser. Pour ses enfants effrayés, pour la mère désespérée qu'il avait humiliée, pour la sœur qu'il n'avait jamais connue, pour l'homme qu'il était devenu. De l'autre côté de la ville, la nuit parisienne continuait, indifférente au drame qui se déroulait dans ses penthouse de luxe ou ses ruelles sombres. Et Antoine Moreau, le puissant PDG qui avait tout, buvait seul dans sa tour d'ivoire, hanté par ses erreurs et par une perte ancienne qu'il n'avait jamais vraiment surmontée. La pluie continuait de tomber, lavant la ville, mais pas ses péchés. Demain, il serait à nouveau le dirigeant impeccable, présenterait ses excuses publiques, donnerait quelques millions à une œuvre de charité. Mais ce soir, il se permit d'être juste un homme brisé, portant le poids de ses choix, et un vide qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais combler. Le petit appartement de Belleville avait repris vie ces derniers jours. Le son des rires des jumelles résonnait dans les couloirs étroits, remplissant des espaces qui avaient été silencieux pendant longtemps. Thérèse regardait Chloé et Léa jouer dans le salon pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, jetant de temps en temps un coup d'œil à Amélie qui dormait sur le canapé-lit. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait accueilli la petite famille, une semaine de repas chauds, de bains chauds et de nuits en sécurité. Thérèse pouvait voir la couleur revenir sur les joues des filles, l'éclat revenir dans les yeux d'Amélie. La télévision murmurait doucement dans un coin, une habitude que Thérèse gardait pour se sentir moins seule. Les nouvelles du matin commencèrent, annonçant la conférence de presse très attendue de Moreau Entreprises. « Maman !» appela Léa en courant vers le canapé. « Regarde, c'est le méchant monsieur du restaurant. » L'agitation réveilla Amélie qui se redressa, surprise. Sur l'écran, Antoine Moreau ajustait sa cravate, se préparant à parler aux journalistes. Thérèse sentit son rythme cardiaque s'accélérer en le voyant là, si proche d'Amélie, même si ce n'était qu'à travers la télévision.
Je présente mes sincères excuses pour mon comportement. » La voix profonde d'Antoine résonna dans la pièce. C'était un moment de grave manquement au jugement. Thérèse l'observa attentivement. La forme de ses yeux, la courbe de sa mâchoire, la façon dont il passait sa main dans ses cheveux quand il était nerveux. C'étaient des gestes qu'elle avait aussi remarqués chez Amélie au cours des derniers jours. La similitude était troublante. « Quel homme arrogant !» marmonna Amélie en serrant Léa dans ses bras. « Il pense pouvoir acheter le pardon avec de belles paroles et des dons. » Thérèse entra dans la cuisine, les mains tremblant légèrement en versant le café. 28 ans s'étaient écoulés, mais les souvenirs de cette nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière la hantaient encore avec une clarté déconcertante. « Thérèse ?» La voix d'Amélie la ramena au présent. « Ça va ? Vous avez l'air pâle. »« Oh, oui, » força Thérèse un sourire. « Juste, de vieux souvenirs. J'ai travaillé de nombreuses années comme infirmière à la Pitié-Salpêtrière. » Amélie s'approcha pour aider avec les tasses. Lorsqu'elle se pencha pour attraper le placard, son chemisier glissa un peu, révélant la tache de naissance en forme de croissant sur son épaule. Thérèse faillit laisser tomber la cafetière. Cette marque, exactement comme celle qu'elle avait vue il y a tant d'années, une nuit qu'elle ne pourrait jamais oublier. « Thérèse » appela à nouveau Amélie, inquiète. « Vous êtes sûre que ça va ?»« Oui, ma chérie. » Thérèse prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses mains tremblantes. « Je suis juste fatiguée. Pourquoi n'appelles-tu pas les filles pour le petit déjeuner ?» Pendant qu'Amélie allait chercher ses filles, Thérèse s'appuya contre l'évier, le cœur battant. À la télévision, Antoine Moreau poursuivait sa conférence de presse. Elle ne pouvait plus détacher ses yeux de lui, remarquant maintenant chaque petit détail qui... Non. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Trop de coïncidences. Et pourtant, le petit déjeuner refroidi, annonça joyeusement Chloé en se précipitant dans la cuisine avec sa sœur. Thérèse sourit aux filles, leur servant des crêpes. Elle regarda Amélie les rejoindre, son profil éclairé par la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. À la télévision, Antoine Moreau concluait sa conférence de presse. Cette tache de naissance, Thérèse savait que cela devait signifier quelque chose d'important que son esprit essayait désespérément de saisir, comme un rêve qui s'échappe au réveil. Mais pour l'instant, décida-t-elle, elle garderait ses soupçons pour elle. Encore des crêpes, offrit-elle, se concentrant sur le présent, sur la chaleur de la petite famille que le destin avait placée sur son chemin. La journée se déroula, remplie de tâches ménagères et du son des rires d'enfants. Mais au fond de son esprit, Thérèse ne pouvait oublier ce qu'elle avait vu. La tache de naissance, les gestes similaires, les traits du visage qui semblaient se refléter l'un l'autre. 28 ans, c'était long. Assez long pour que les souvenirs s'estompent, que les certitudes s'effacent. Mais certaines choses, Thérèse le savait, le temps ne pouvait les effacer. Le temps et cette tache de naissance en forme de croissant. Eh bien, ce n'était peut-être que le début d'une histoire qu'elle n'était pas prête à révéler. Le bureau de Jean-Pierre Leclerc se trouvait dans un immeuble discret du Marais, loin des gratte-ciel en miroir de la Défense. Antoine Moreau ajusta sa casquette des Yankees et ses lunettes de soleil sombre, un simple déguisement pour éviter d'être reconnu. Depuis la conférence de presse de la semaine dernière, son visage était partout dans les journaux. Jean-Pierre l'attendait dans une pièce modeste, tapissée de dossiers, un vieux ventilateur bourdonnant dans un coin. La cinquantaine, les cheveux grisonnants et un costume usé, le détective privé semblait sorti d'un film noir des années 1940. « Monsieur Moreau », Jean-Pierre fit signe vers une chaise. « Je dois dire que j'ai été surpris par votre appel. Généralement, vos avocats s'occupent de ce genre de situation. » Antoine retira ses lunettes, révélant de profonds cernes. Il n'avait pas bien dormi depuis l'incident du restaurant. « C'est personnel, Jean-Pierre. Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. Même ma mère ne doit rien savoir. » Jean-Pierre se pencha en avant, ses yeux vifs étudiant le jeune PDG. « L'incident de l'Ambroisie. Je dois retrouver cette femme et ses enfants,
dit Antoine, passant la main sur son visage fatigué. Pas pour la presse, pas pour les relations publiques. J'ai besoin de savoir s'ils vont bien. Le remords est une chose puissante, commenta Jean-Pierre en ouvrant un carnet cabossé. Ce n'est pas que ça, hésita Antoine. Depuis cette nuit, je ne dors plus. Il y a quelque chose dans cette situation qui me trouble profondément. Jean-Pierre se mit à prendre des notes. Que voulez-vous savoir exactement sur eux? Tout. Qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. Et surtout, s'il y a un moyen de les aider sans créer de complications. Le détective hocha lentement la tête. Ça coûtera plus cher que d'habitude. Les enquêtes discrètes le sont toujours. L'argent n'est pas un problème. Antoine sortit une enveloppe de sa veste. Voici une avance. Je veux des rapports quotidiens, même s'il n'y a pas de nouvelles. La semaine suivante, Antoine se plongea dans le travail, essayant de calmer l'agitation qui le rongeait. Les rapports de Jean-Pierre commencèrent à arriver, d'abord avec des informations de base recueillies au restaurant. La femme avait mentionné avoir récemment perdu son emploi, avoir vécu dans un appartement à Belleville jusqu'à son expulsion. Les jumelles avaient environ 4 ans. Le 3e jour, une découverte plus significative arriva. Non confirmée, Amélie Dubois a travaillé comme assistante administrative dans une société d'importation pendant 4 ans jusqu'à son licenciement pendant la pandémie. Pas de famille connue. Antoine lisait chaque rapport de manière obsessionnelle. Quelque chose dans l'histoire de la jeune femme l'intriguait, refusait de le laisser en paix. Chaque nouveau détail semblait être une pièce d'un puzzle plus grand qu'il ne pouvait encore voir. Le vendredi, Jean-Pierre apparut sans prévenir à son bureau. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », dit-il en sortant un dossier de sa mallette. Amélie Dubois a grandi à l'orphelinat Les Orphelins de Sainte-Marie, abandonnée là comme un nourrisson, avec seulement une vieille photographie comme indice de ses origines. Antoine sentit quelque chose s'agiter en lui à cette information, comme un écho lointain de quelque chose de familier. « Il y a plus », continua Jean-Pierre. Elle a été déposée à l'orphelinat quelques jours seulement après l'incendie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Antoine se figea. Le même hôpital où... Oui, confirma Jean-Pierre. Le même hôpital où vous êtes né. Un lourd silence tomba sur le bureau. Antoine se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. La Pitié-Salpêtrière. Ce nom l'avait hanté depuis toujours, chargé de souvenirs qui n'étaient pas vraiment les siens, seulement des histoires racontées et répétées par sa mère. Actuellement, poursuivit Jean-Pierre, elle séjourne temporairement chez une femme âgée à Belleville. Thérèse Martin, une infirmière à la retraite. Une infirmière à la retraite ? Demanda rapidement Antoine. Oui, et voici quelque chose de curieux. Elle travaillait à la Pitié-Salpêtrière au moment de l'incendie. Antoine s'affaissa lourdement dans son fauteuil. Trop de coïncidences. Sa mère disait toujours que les coïncidences étaient l'univers qui essayait de nous dire quelque chose. Qu'as-tu découvert d'autre sur l'orphelinat? Les dossiers sont vagues, consulta Jean-Pierre ses notes. Une religieuse âgée a mentionné qu'Amélie était arrivée avec une forte fièvre, enveloppée dans une simple couverture. La seule chose avec elle était une vieille photo d'un couple avec un bébé, et les initiales AR au dos. Antoine prit la photo d'Isabelle sur son bureau. Lui et sa sœur jumelle, bébé, dormant côte à côte. L'histoire officielle, celle que sa mère racontait, était qu'Isabelle était morte dans l'incendie. Mais parfois, dans ses rêves les plus profonds, il en doutait. « Continue d'enquêter, Jean-Pierre, dit-il finalement, surtout sur la Pitié-Salpêtrière. N'importe quel dossier de cette nuit, n'importe qui y travaillait. »« Monsieur Moreau, le coupa doucement Jean-Pierre, puis-je vous demander pourquoi cela vous importe tant ?» Antoine toucha inconsciemment son épaule droite, où sa tache de naissance en forme de croissant restait cachée sous son costume italien. « Parce que parfois, répondit-il lentement, j'ai l'impression qu'il y a plus dans cette nuit que ce que ma mère n'a jamais dit. » Après le départ de Jean-Pierre, Antoine resta tard dans son bureau, les rapports étalés sur son bureau, comme les indices d'un mystère qu'il commençait seulement à comprendre.
Amélie Dubois, un nom qui portait maintenant le poids de questions qu'il n'avait jamais su qu'il devait se poser. Quelque part à Belleville, elle et ses filles reconstruisaient leur vie, ignorant que leurs histoires pourraient être plus entrelacées que quiconque ne pouvait l'imaginer. Antoine regarda une fois de plus la photo d'Isabelle, sentant ce pincement familier de perte. « Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là, Isa » murmura-t-il à la photo. La ville à l'extérieur continuait sa danse éternelle, indifférente au mystère qui se déroulait sous sa surface. Et Antoine Moreau, le puissant PDG, avec tout, sauf des réponses, prit une décision. Demain, il visiterait Belleville. Il avait besoin de voir Amélie Dubois de ses propres yeux, même de loin. Il avait besoin de comprendre pourquoi son histoire l'affectait si profondément. Peut-être alors, enfin, les cauchemars qui le tourmentaient depuis cette nuit au restaurant commenceraient à avoir un sens. Belleville semblait être un monde complètement différent de l'environnement stérile et luxueux qu'habitait Antoine Moreau. Il gara une Audi plus modeste, pas la Bentley qu'il utilisait habituellement, à plusieurs pâtés de maison de l'adresse que Jean-Pierre lui avait fournie. L'immeuble était ancien, mais bien entretenu, sa façade en briques rouges, usée par le temps. Antoine vérifia son reflet dans le rétroviseur. Il avait délibérément choisi des vêtements décontractés. Un jean, un polo, des chaussures sans marque. Malgré tout, il se sentait déplacé, comme s'il portait le poids de sa vie privilégiée dans chaque geste. L'interphone crépita lorsqu'il appuya sur le bouton de l'appartement 4B. « Allô ?» dit la voix d'une femme âgée. « Bonjour, je suis Antoine Moreau. J'aimerais parler à Amélie Dubois. » Un silence tendu suivit. L'homme du restaurant? La voix, probablement celle de Thérèse Martin, semblait prudente. « Oui, je suis venu m'excuser en personne. » Une autre pause. Antoine pensait déjà qu'il serait refoulé quand le buzzer de la porte retentit, déverrouillant l'entrée. L'ascenseur était en panne, alors il monta 4 étages à pied, son cœur battant plus vite à chaque pas. Au palier du 4e étage, Thérèse attendait près de la porte, ses yeux expérimentés, l'évaluant avec un mélange de prudence et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait identifier. « Amélie et les filles sont dans le salon, » dit-elle simplement, le laissant passer. L'appartement était petit mais confortable, rempli de meubles anciens mais bien entretenus et de rideaux à fleurs qui adoucissaient la lumière de l'après-midi. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Antoine entendit des voix d'enfants avant de les voir. « Regarde, maman, j'ai fait un château !» s'exclama l'une des jumelles. Antoine s'arrêta à l'entrée du salon, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Amélie était assise par terre avec ses filles, des blocs de construction éparpillés autour d'elle. La scène était si différente du désespoir au restaurant que, pendant un instant, il faillit ne pas la reconnaître. Thérèse s'éclaircit doucement la gorge. « Amélie, tu as de la visite ?» Amélie leva les yeux et se figea. Antoine vit le sang quitter son visage, alors qu'elle tirait instinctivement les filles plus près d'elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait légèrement, mais tenait bon. « Je suis venu m'excuser, » dit Antoine en prenant une profonde inspiration. Pourquoi ses mains tremblaient-elles? En personne. Vos excuses publiques à la télévision n'étaient pas suffisantes? Amélie se leva, se plaçant entre lui et les enfants. C'est alors qu'il se produisit un petit geste insignifiant qui fit retenir son souffle à Thérèse, qui observait depuis l'entrée. Amélie passa la main dans ses cheveux dans un mouvement nerveux, exactement comme Antoine l'avait fait quelques secondes plus tôt. Le même geste, le même angle, comme un miroir. « Maman » tira Chloé sur la chemise d'Amélie. « C'est lui? C'est le méchant monsieur du restaurant ?» Antoine sentit le poids de ces mots comme un poignard. Il s'agenouilla lentement pour être à la hauteur des yeux des filles. « Oui, j'ai été très méchant ce jour-là, » dit-il doucement, « et je suis venu vous dire pardon, à vous aussi. » Léa, qui jusqu'alors s'était cachée derrière sa sœur, fit un petit pas en avant. « Est-ce que tu es toujours méchant ?» Un sourire triste se forma sur les lèvres d'Antoine. « J'essaie d'être meilleur. » Thérèse observait la scène attentivement, remarquant chaque détail.
comment Antoine et Amélie avaient exactement la même nuance d'yeux, comment leurs expressions changeaient à l'unisson lorsqu'ils étaient nerveux. « Pourquoi maintenant ?» demanda Amélie, sa voix plus contrôlée. « Pourquoi venir ici ? Parce que je n'arrive pas à dormir, admit Antoine, se surprenant lui-même par son honnêteté. Parce que ce que j'ai fait était impardonnable et des excuses publiques à travers les médias ne suffisent pas. » Amélie étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes de tromperie. Antoine soutint son regard, sentant une étrange familiarité dans les yeux qui le regardaient avec tant de méfiance. « Regarde !» s'exclama soudain Léa en montrant quelque chose sur la table basse. « Il fait la même chose que toi, maman. » Tout le monde suivit le regard de la fillette. Antoine avait inconsciemment commencé à tapoter ses doigts sur le côté de sa jambe, exactement comme Amélie le faisait quand elle était anxieuse, une habitude que Thérèse avait remarquée ces derniers jours. Un silence étrange tomba sur la pièce. Thérèse s'éclaircit à nouveau la gorge. « Je vais faire plus de café », annonça-t-elle en disparaissant dans la cuisine. Chloé, décidant apparemment qu'Antoine n'était plus une menace, s'approcha de lui. « Tu veux voir mon château ?» offrit-elle timidement. « Chloé » commença Amélie, inquiète. « J'adorerais » répondit doucement Antoine. Dans les minutes qui suivirent, Antoine se retrouva assis par terre, aidant Chloé à construire des tours de plus en plus hautes avec des blocs colorés. Léa, encore un peu timide, se joignit bientôt à eux, sa curiosité naturelle l'emportant sur sa peur initiale. Amélie resta debout, observant avec un mélange de prudence et de confusion. Il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine interagissait avec ses filles qui semblait trop naturel. De la cuisine, Thérèse observait la scène, le cœur lourd de connaissances qu'elle ne pouvait partager. Elle voyait comment Antoine souriait, exactement comme Amélie, quand il était vraiment heureux. Elle remarqua comment tous deux inclinaient légèrement la tête vers la droite quand ils étaient concentrés. « Pourquoi as-tu été méchant avec nous ?» demanda soudain Léa, faisant tomber une tour de bloc. Antoine s'arrêta, sentant le poids de la question innocente de l'enfant. « Parce que parfois, répondit-il lentement, les gens avec beaucoup d'argent oublient que l'argent n'est pas ce qui compte vraiment dans la vie. Ils oublient d'être humains. » Amélie, qui s'était approchée pour écouter, sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. « Tu as des enfants ?» demanda Chloé en construisant une nouvelle tour. « Non », répondit tristement Antoine. « En fait, je n'ai même pas de frères et sœurs. Je suis seul. »« Comme maman !» s'exclama Léa. « Elle n'a pas de frères et sœurs non plus. » Thérèse faillit laisser tomber le plateau de café qu'elle portait. Antoine et Amélie échangèrent un regard rapide, quelque chose d'indéfinissable passant entre eux. « Il se fait tard », intervint Thérèse, sa voix tremblante. « Les filles ont besoin de dîner. » Antoine se leva, époussetant son jean. « Bien sûr, je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps. » À la porte, il hésita. « J'ai dit que j'aimerais faire quelque chose pour me racheter. »« Nous ne voulons pas de votre argent, » répondit sèchement Amélie. « Je n'offre pas d'argent, » corrigea Antoine. « J'offre une chance de réparer mon erreur, d'une manière ou d'une autre. » Amélie croisa les bras, un geste défensif qu'Antoine reconnut comme identique au sien lorsqu'il se sentait vulnérable. « Au revoir, monsieur Moreau » fut tout ce qu'elle dit. Mais les jumelles avaient d'autres plans. « Tu reviens demain » demanda Chloé avec espoir. « Tu dois voir mon château quand il sera fini. » Antoine regarda Amélie, qui semblait tiraillée par un conflit interne. « Seulement si votre mère le permet » répondit-il diplomatiquement. Amélie soupira, vaincue par les yeux suppliants de sa fille. Demain après-midi, mais seulement à cause des filles. Quand Antoine partit enfin, Thérèse ferma la porte et s'appuya contre elle, les jambes faibles. Dans le salon, les jumelles retournèrent de jouer avec les blocs, tandis qu'Amélie ramassait les tasses de café. « Il semble différent en personne, » dit Amélie, principalement pour elle-même et pour Thérèse. « Oui, » répondit doucement Thérèse, remarquant comment Amélie passait la main dans ses cheveux, exactement comme Antoine l'avait fait. Très différent de ce qu'il paraît être. Dehors, dans sa voiture,
Antoine resta immobile, les mains agrippées au volant. Quelque chose s'était passé dans ce salon, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme s'il avait trouvé une partie de lui-même qu'il ne savait pas manquante. Dans son appartement de Belleville, Thérèse Martin s'enfonça dans son vieux fauteuil, le fardeau de ses secrets plus lourd que jamais. Les pièces étaient en mouvement. Le destin tissait sa toile complexe. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité, comme toujours, ne trouve son chemin vers la lumière. Les semaines qui suivirent la première visite d'Antoine transformèrent le petit appartement de Thérèse en une scène de changements subtils mais profonds. Ce qui avait commencé comme des visites hésitantes, marquées par des silences gênés et des regards méfiants, se transforma progressivement en quelque chose de plus naturel, de plus authentique. Au début, Antoine ne se présentait qu'aux heures convenues, apportant toujours de petits cadeaux pour les jumelles, des livres pour enfants, des blocs de construction, des crayons de couleur. Amélie résista d'abord à chaque présent, mais le plaisir sincère sur le visage des filles la fit céder. « Vous n'êtes pas obligé d'apporter quelque chose à chaque fois que vous venez, » dit-elle un après-midi alors que les filles déballaient avec enthousiasme un nouveau puzzle. « Je sais, » répondit-il, un sourire timide traversant son visage, ce qui semblait déplacé pour un PDG milliardaire. Mais je n'ai jamais eu la chance de gâter des enfants auparavant. C'est pendant ces après-midi que les premiers signes d'une connexion plus profonde commencèrent à apparaître. Thérèse, observant toujours discrètement depuis la cuisine, remarqua comment tous deux buvaient leur café fort et sans sucre, comment ils froncèrent les sourcils de la même manière lorsqu'ils étaient perdus dans leurs pensées, comment leur rire avait le même rythme. « Tu collectionnes aussi les miniatures de voitures anciennes ?» demanda Antoine un jour, remarquant une petite collection sur l'étagère. Amélie rougit légèrement. « C'est un peu idiot, je sais. J'ai commencé quand j'étais enfant à l'orphelinat. Chaque fois qu'un visiteur en apportait une, je la gardais comme un trésor. »« Ce n'est pas idiot, » dit Antoine en se rapprochant de l'étagère, ses yeux brillants d'un enthousiasme enfantin. « J'ai toute une collection à la maison. Ma mère n'a jamais compris ma fascination. C'était comme si chaque découverte d'intérêt commun créait un pont invisible entre eux. Les romans policiers, une préférence pour les jours de pluie, la façon dont ils organisaient tous deux les objets par couleur, de petits détails qui pourraient être insignifiants seuls, mais qui ensemble formaient un schéma intrigant. Les jumelles, de leur côté, avaient complètement adopté Antoine. Pour elles, le méchant homme du restaurant s'était transformé en oncle Antoine, qui avait toujours des histoires intéressantes à raconter et de nouveaux jeux à enseigner. « Comment sais-tu si bien plier les avions en papier ?» demanda Léa un après-midi, émerveillée par les formes parfaites qu'Antoine fabriquait. « Je passais beaucoup de temps seul quand j'étais enfant, » répondit-il, une pointe de mélancolie dans la voix. « J'ai appris à m'amuser avec très peu de choses. » Amélie, qui passait dans le salon à ce moment-là, s'arrêta. J'ai aussi appris l'origami à l'orphelinat. C'était l'une des rares choses qui me calmait les nuits les plus difficiles. Leurs yeux se rencontrèrent, un moment de compréhension partagée passant entre eux. Thérèse, qui se tenait à l'embrasure de la porte, retint son souffle. C'était comme regarder deux moitiés d'un tout se reconnaître lentement, bien qu'inconsciemment. Mais pendant que cette amitié improbable s'épanouissait à Belleville, une tempête se préparait à Paris. Geneviève de Valois n'était pas une femme habituée à être tenue dans l'ignorance, surtout en ce qui concernait son fils unique. Les visites fréquentes d'Antoine à Belleville ne passèrent pas inaperçues, surtout après que son chauffeur personnel eut mentionné négligemment les adresses. « Madame, » dit Anderson, son assistant personnel, en lui tendant une enveloppe. Voici les détails que vous avez demandés sur Amélie Dubois. Geneviève ouvrit l'enveloppe dans son bureau du manoir de Valois, étalant des photographies et des rapports sur son bureau en acajou. Ses traits aristocratiques se durcirent à la vue des photos d'Amélie avec Antoine, prises à distance par des détectives privés. « Juste une autre croqueuse de diamants, » marmonna-t-elle. Mais quelque chose dans les photos la dérangeait. La façon dont Amélie souriait, la façon dont elle inclinait la tête. Il y avait quelque chose de familier qu'elle ne pouvait identifier.
Anderson, dit-elle, la voix tendue, je veux plus d'informations sur son passé. Tout a commencé par sa naissance. Les rapports commencèrent à arriver quotidiennement. Orphelinat. Les orphelins de Sainte-Marie, abandonnés bébés, seul indice une vieille photographie. Geneviève lisait chaque détail de manière obsessionnelle, cherchant des signes d'une arnaque, d'un complot soigneusement orchestré. Puis, par une nuit particulièrement froide, elle trouva quelque chose qui fit s'arrêter son monde. Un rapport détaillé sur l'arrivée d'Amélie à l'orphelinat incluait la date, seulement 3 jours après l'incendie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Geneviève laissa tomber son verre de calvados, le liquide ambré tachant le tapis persan. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait un tiroir verrouillé de son bureau, en sortant un vieux dossier marqué seulement de la date de l'incendie. Des photographies jaunies se répandirent sur son bureau. Isabelle et Antoine bébé, si petits, si parfaits. Le rapport de l'hôpital sur la mort d'Isabelle, signé à la hâte au milieu du chaos de l'incendie. Et une photo qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Le couloir de la maternité, englouti par les flammes. « Non », murmura-t-elle au bureau vide. « Ça ne peut pas être, mais les dates correspondaient parfaitement. » Et maintenant, en regardant les photos récentes d'Amélie, Geneviève commençait à voir ce que son subconscient avait tenté de nier. Les mêmes traits qu'Antoine, les mêmes gestes qu'elle voyait tous les jours chez son fils. Les mains tremblantes, Geneviève se versa plus de calvados. Les souvenirs de cette nuit, enfermés depuis si longtemps, émergèrent comme des fantômes. La chaleur intense, les cris résonnant dans les couloirs, les infirmières courant avec des bébés dans les bras, la confusion sur quel bébé était lequel, les bracelets d'identification perdus dans le chaos, et sa propre voix criant le nom d'Isabelle à travers la fumée. « Anderson !» appela-t-elle brusquement. « Madame, trouvez-moi des informations sur une ancienne infirmière nommée Thérèse Martin. Elle travaillait à la Pitié-Salpêtrière au moment de l'incendie. » Pendant ce temps, à Belleville, la relation entre Antoine et Amélie continuait de se développer, ignorant les enquêtes de Geneviève. Antoine avait commencé à passer à des heures différentes, apportant parfois le dîner, s'arrêtant parfois juste pour une tasse de café. Amélie, résistant d'abord à toute forme d'aide financière, accepta progressivement de petits gestes. Une recommandation d'emploi ici, une petite aide pour les fournitures scolaires des filles là. « Je ne fais pas ça par pitié », dit Antoine un soir, en l'aidant à faire la vaisselle après le dîner. « Je le fais parce que je me sens bien ici. » Amélie l'étudia un instant, remarquant à quel point il avait l'air plus détendu, plus authentique que le PDG arrogant du restaurant. « Parfois, admit-elle, on a l'impression de se connaître depuis bien plus longtemps qu'en réalité. » Antoine sourit, passant une main dans ses cheveux, dans un geste qui reflétait celui d'Amélie. « Je le sens aussi. C'est comme si quelque chose prenait enfin son sens, » termina-t-elle, les surprenant tous les deux par son honnêteté. Thérèse, passant près de la cuisine à ce moment-là, sentit son cœur se serrer. Combien de fois avait-elle été témoin de moments similaires ces dernières semaines? De brefs instants où la vérité semblait prête à se révéler, pour ensuite se replier dans l'ombre. Les jumelles étaient devenues le cœur de cette nouvelle dynamique. Antoine les aidait avec leurs devoirs, leur lisait des histoires avant de dormir, et jouait à cache-cache dans les couloirs étroits de l'appartement. Lors d'une occasion particulièrement mémorable, il arriva avec un petit piano jouet. « Je peux t'apprendre quelques notes », offrit-il timidement. « J'ai appris le piano quand j'étais enfant. C'était la seule chose qui me calmait vraiment. » Amélie se figea. « J'ai toujours voulu apprendre le piano. À l'orphelinat, il y avait un vieux piano dans la salle de musique, mais personne ne savait en jouer. Je m'asseyais là pendant des heures, imaginant des mélodies. » Une autre coïncidence ajoutée à la liste grandissante que Thérèse tenait silencieusement. À Paris, Geneviève poursuivait son enquête acharnée. Chaque nouveau rapport sur Amélie ne faisait qu'approfondir son malaise. Une tache de naissance en forme de croissant, découverte grâce à des photos d'Amélie à la plage avec ses filles, identiques à celles qu'avaient Antoine et Isabelle. Un talent naturel pour les chiffres, tout comme Isabelle en avait même bébé.
les mêmes goûts, les mêmes gestes. « Anderson », dit-elle une nuit, sa voix trahissant un peu le calvados qu'elle avait bu. « Localisez tous les dossiers médicaux de cette nuit. Tous. Et surtout, trouvez Brigitte Dupont, l'autre infirmière de service. »« Bien, madame », confirma Anderson. Geneviève ferma les yeux, des souvenirs douloureux refaisant surface. Elle était là quand tout est arrivé. Mais alors que Geneviève s'enfonçait dans son enquête privée, la vie dans l'appartement de Thérèse continuait, tissant des liens toujours plus forts entre ses occupants. Antoine commença à se présenter à des moments inattendus, tôt le matin avec du café frais et des croissants, ou tard le soir après une journée particulièrement difficile au travail. Le canapé du salon devint son endroit préféré pour se détendre, écoutant les histoires d'Amélie sur ses aventures avec les jumelles. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », admit Amélie une nuit après que les filles se soient endormies. « Mais vous êtes devenue une partie de notre petite famille. » Antoine, jouant distraitement avec l'une des voitures miniatures de sa collection, maintenant exposée à côté de celle d'Amélie sur l'étagère, sourit doucement. « Vous êtes devenue la famille que je n'ai jamais eue, » répondit-il. « Même avec tout l'argent, toutes les réussites, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. » Comme un écho lointain, murmura Amélie, plus pour elle-même que pour lui. Un sentiment d'incomplétude qu'on ne peut pas expliquer. Thérèse, dans sa chambre, pouvait entendre leur voix à travers la porte légèrement ouverte. Ses mains serraient une vieille photographie de la Pitié-Salpêtrière, où une équipe d'infirmières posait pour la caméra, ignorant la tragédie qui allait bientôt survenir. Mais pendant que ces liens se renforçaient à Belleville, Geneviève de Valois, à Paris, se rapprochait de plus en plus d'une vérité qu'elle avait tenté d'enterrer pendant près de 3 décennies. Madame entra Anderson dans son bureau un matin, l'air plus pâle que d'habitude. « Nous avons trouvé Brigitte Dupont. » Geneviève leva les yeux du rapport qu'elle étudiait. « Et elle veut vous parler. Dit qu'elle a quelque chose à avouer sur cette nuit. » Le verre de calvados de Geneviève trembla dans sa main. Dans son appartement de Belleville, Thérèse regardait Antoine et Amélie rire ensemble dans la cuisine, leurs gestes si synchronisés qu'ils auraient pu être chorégraphiés. Le destin avait commencé à déplacer ses dernières pièces, et bientôt, très bientôt, aucun secret ne pourrait rester dans l'ombre. Un après-midi particulièrement significatif, Antoine apporta un vieil album photo. « J'ai trouvé ça dans le grenier du manoir », expliqua-t-il, s'asseyant entre Amélie et les jumelles sur le canapé. « Des photos de mon enfance. » Thérèse, passant avec un plateau de biscuits, faillit le laisser tomber en voyant une photo spécifique. Antoine bébé, avec sa tache de naissance bien visible. « Quelle coïncidence !» s'exclama Chloé en montrant l'épaule de sa mère. « Maman a exactement la même marque. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine et Amélie se regardèrent, une question tacite flottant dans l'air. Thérèse changea rapidement de sujet, offrant plus de biscuits, mais le moment était gravé, une autre pièce du puzzle s'emboîtant tranquillement. À Paris, Geneviève reçut Brigitte Dupont dans son bureau. L'ancienne infirmière, maintenant une femme âgée aux cheveux blancs et aux mains tremblantes, s'assit lourdement dans le fauteuil offert. « Madame de Valois », commença-t-elle, sa voix chargée de décennies de culpabilité. « Il y a quelque chose sur cette nuit que vous devez savoir. » Le destin, comme une toile complexe de coïncidences et de choix, commençait à révéler ses secrets les plus profonds. Et personne, ni Antoine, ni Amélie, ni Geneviève, ni même Thérèse, n'était préparé aux vérités sur le point de faire surface. Jean-Pierre Leclerc contemplait la pile de documents sur son bureau, avec l'attention méticuleuse qui faisait de lui l'un des détectives privés les plus respectés de Paris. Après des semaines de recherches intensives, les dossiers de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière commençaient enfin à peindre une histoire remplie d'incohérences troublantes. « Monsieur Moreau, dit-il au téléphone, « je pense que vous devez venir voir ça en personne. » Antoine arriva au bureau de Jean-Pierre en moins d'1 heure. Le détective avait organisé les documents sur une frise chronologique au mur, avec des post-it colorés marquant les divergences. D'abord, Jean-Pierre montra un rapport jauni,
Nous avons les actes de naissance officiels de cette nuit. 2 paires de jumeaux sont nés à quelques heures d'intervalle. 2 paires, fronça les sourcils Antoine. Oui. Les jumeaux de Valois, vous et votre sœur Isabelle. Et les jumeaux Lauron. Antoine sentit son cœur sauter un battement. Lauron? Apparemment, un couple nommé André et Rose Lauron a également eu des jumeaux cette nuit-là. Mais c'est là que ça devient étrange. Jean-Pierre brandit un autre document. Il n'y a aucune trace de la mort des jumeaux Lauron dans l'incendie. En fait, ils disparaissent simplement des dossiers après l'incendie. Antoine s'approcha des documents, ses yeux parcourant les informations avec urgence. Et Isabelle? Son acte de décès présente des incohérences majeures. Jean-Pierre montra un autre dossier. Il a été signé à la hâte, sans identification correcte du corps. Et, plus intéressant, l'infirmière qui l'a signé n'était pas celle assignée à cette aile. « Thérèse Martin » demanda Antoine, la voix tremblante. « Non » vérifia Jean-Pierre ses notes. « Une certaine Brigitte Dupont. Thérèse Martin était répertoriée comme l'infirmière principale de cette aile, mais pour une raison quelconque, elle n'a signé aucun document cette nuit-là. Pendant ce temps, dans l'appartement de Thérèse, une décision difficile était prise. L'infirmière à la retraite regardait Amélie jouer avec les jumelles dans le salon, le cœur lourd des connaissances qu'elle portait depuis si longtemps. La proximité croissante entre Antoine et Amélie au cours des dernières semaines avait rendu sa situation intenable. Chaque nouvelle manie partagée, chaque habitude identique, chaque sourire en miroir ressemblait à une accusation silencieuse du destin. Thérèse se dirigea vers sa chambre, les jambes tremblant légèrement. La boîte en métal contenant les secrets de cette nuit fatidique semblait plus lourde que jamais dans ses mains. À l'intérieur se trouvaient des documents et des photos qui allaient changer des vies pour toujours. Son téléphone sonna. C'était Geneviève de Valois. Mademoiselle Martin, la voix aristocratique semblait tendue. « Nous devons parler d'Amélie Dubois. »« Oui, » répondit Thérèse, étonnamment calme. « En fait, j'allais vous appeler. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité. Dans son bureau du manoir de Valois, Geneviève tenait une vieille photo. Antoine et Isabelle bébé, leur tache de naissance en croissante identique, bien visible. À côté, une photo récente d'Amélie à la plage avec ses filles, la même marque sur son épaule brillante au soleil. « Anderson, dit-elle, la voix tremblante, annulez tous mes rendez-vous pour ce soir et contactez Antoine. Dites-lui que c'est urgent. » L'après-midi tirait à sa fin dans l'appartement de Thérèse. Amélie avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de son hôtesse. Une nervosité inhabituelle, des regards prolongés, de lourds soupirs. « Thérèse » demanda-t-elle doucement. « Est-ce que tout va bien ?» L'infirmière à la retraite prit une profonde inspiration. « Amélie, ma chère, j'ai besoin que tu restes ici ce soir. Antoine et Geneviève de Valois vont venir. Il y a quelque chose que vous devez tous savoir. » « Geneviève de Valois ?» Le visage d'Amélie pâlit. « La mère d'Antoine ? Pourquoi ?» Avant que Thérèse ne puisse répondre, Antoine arriva, tenant toujours les documents que Jean-Pierre lui avait donnés. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Amélie, et quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Où sont les filles ?» demanda Thérèse, remarquant que les jumelles avaient disparu. « Elles dorment chez une amie pour la première fois, » expliqua Amélie. « Elles étaient si excitées. » Thérèse hocha la tête, reconnaissante de la coïncidence. Ce qu'elle était sur le point de révéler ne devait pas avoir d'enfant comme témoin. La sonnette retentit précisément à 20 heures. Geneviève de Valois entra dans le petit appartement comme une reine entrant en territoire étranger. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'Antoine n'avait jamais vue auparavant. « Mère » s'approcha-t-il, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Thérèse fit signe à tout le monde de s'asseoir. Sur la table basse, elle plaça sa boîte en métal, maintenant ouverte, révélant des décennies de secrets soigneusement préservés. « Avant de commencer, dit-elle, la voix tremblante, vous devez comprendre que ce que je vais révéler va changer vos vies pour toujours. » Geneviève agrippa son sac Hermès, ses jointures blanches de tension.
Amélie se rapprocha instinctivement d'Antoine sur le canapé, tous deux sentant que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. « Il y a 28 ans, commença Thérèse en sortant une vieille photographie de la boîte. J'étais l'infirmière en chef de la maternité de la Pitié-Salpêtrière la nuit de l'incendie. 2 paires de jumeaux sont nés. Antoine et Amélie échangèrent un regard rapide, remarquant tous deux comment leur cœur battait au même rythme rapide. Les jumeaux de Valois, continua Thérèse en regardant Geneviève, et les jumeaux Laurent. Geneviève laissa échapper un sanglot étouffé. Amélie posa une main sur sa poitrine, ressentant une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Cette nuit-là, Thérèse sortit plus de documents de la boîte. Quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a changé le destin de 2 familles, pour toujours. Les dossiers de l'hôpital, l'interrompit Antoine, la voix rauque. Jean-Pierre a trouvé des divergences. Oui, confirma Thérèse. Parce que la vérité a été délibérément obscurcie. Quand le feu a commencé, le chaos s'est installé. Les bébés ont été évacués à la hâte, les papiers ont été perdus. Et... Mais j'étais là, j'ai vu. Quoi ? Demanda Amélie, sa voix à peine un murmure. Thérèse sortit une dernière photographie, une photo de la nurserie cette nuit-là, avant l'incendie. Dans celle-ci, 4 bébés dormaient paisiblement, chacun avec une petite tache de naissance, en forme de croissant. Les jumeaux de Valois, elle montra 2 des bébés, et les jumeaux, Laurent, tous avec la même tache de naissance. Geneviève se leva brusquement, trébuchant vers la fenêtre. « Non, non, ça ne peut pas être. »« Mais c'est le cas, » poursuivit Thérèse, sa voix se raffermissant. Et au cours des derniers mois, en vous regardant tous les 2 ensemble, elle regarda Antoine et Amélie. J'ai vu toutes les preuves confirmées. Les mêmes gestes, les mêmes goûts, les mêmes expressions. « Qu'est-ce que vous dites exactement ?» demanda Antoine, bien que dans son cœur, il connaissait déjà la réponse. Thérèse inspira profondément, des décennies de culpabilité et de secrets pesant sur chaque mot. Amélie n'est pas une Laurent, et Isabelle de Valois n'est pas morte dans cet incendie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie agrippa instinctivement la main d'Antoine, leurs doigts s'entrelaçant comme s'ils l'avaient fait d'innombrables fois auparavant. « Amélie est Isabelle, » murmura Geneviève, ses jambes la lâchant. Antoine se précipita pour soutenir sa mère, la guidant vers le canapé. « Oui, » confirma Thérèse, des larmes coulant sur son visage ridé. « Amélie est Isabelle de Valois. Et Antoine et Amélie sont les jumeaux qui ont été séparés cette nuit-là. » La révélation flottait dans l'air comme un nuage dense, lourd d'une émotion indescriptible. Amélie fixa Antoine, voyant pour la première fois ce qui avait été devant elle depuis le début. Son propre reflet, son autre moitié. Mais comment ? Parvint à dire Antoine, la voix étranglée par l'émotion. Thérèse sortit plus de documents de la boîte. Le chaos de l'incendie n'était qu'une partie. Avant cela, il y a eu une erreur, une terrible erreur qui a tout changé. Geneviève enfouit son visage dans ses mains, des sanglots secouant ses épaules. Toutes ces années, ma fille. Amélie resta silencieuse, des larmes coulant doucement alors qu'elle traitait une vérité qui bouleversait toute son existence. Sa main tenait toujours celle d'Antoine, comme si elle craignait qu'en la lâchant, tout cela ne disparaisse comme un rêve. « Il y a plus, » dit doucement Thérèse. « Beaucoup plus. Mais d'abord, vous devez absorber cela. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé cette nuit-là était plus complexe que quiconque n'aurait pu l'imaginer. » Antoine regarda Amélie, sa sœur, sa jumelle, et vit dans ses yeux le même tourbillon d'émotions qu'il ressentait. Chaque vide inexplicable qu'il avait toujours eu, chaque connexion instantanée qu'ils avaient de former, chaque geste partagé, tout prenait enfin son sens. « Pourquoi maintenant ?» demanda Geneviève, la voix brisée. « Pourquoi après si longtemps ?» Thérèse regarda par la fenêtre, où les lumières nocturnes de Paris brillaient, indifférente au drame qui se déroulait dans son petit appartement. Parce que certaines vérités ne peuvent pas rester enterrées pour toujours, dit-elle doucement. Et parce que vous deux, elle fit un signe de tête vers Antoine et Amélie. Vous vous êtes retrouvés malgré tous les obstacles.
Le destin a sa propre façon de réparer les torts. Amélie trouva enfin sa voix, tremblante d'émotion. Alors, toute ma vie, tout ce que je croyais, tu as toujours été une de Valois, compléta doucement Thérèse. Tu as toujours été la sœur d'Antoine, la fille de Geneviève. Geneviève se leva lentement, les yeux fixés sur Amélie, comme si elle la voyait pour la première fois. D'un pas hésitant, elle s'approcha. « Isabelle !» murmura-t-elle, tendant une main tremblante pour toucher le visage d'Amélie. « Mère ?» dit doucement Antoine. « Je pense qu'elle est toujours Amélie. Mais maintenant, elle est aussi notre Amélie. » Amélie hocha la tête à travers ses larmes, reconnaissante de la compréhension d'Antoine. 28 ans d'identité ne pouvaient être effacés en un instant, même par une révélation aussi monumentale. « Il y a des documents, » poursuivit Thérèse en indiquant sa boîte, « des dossiers, des photographies, des preuves qui confirment tout cela. Et il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer ce qui s'est passé cette nuit-là. »« Brigitte Dupont ?» demanda Antoine, se souvenant des documents de Jean-Pierre. Thérèse hocha la tête gravement. « Oui, Brigitte. Brigitte a sa propre part dans cette histoire. » Geneviève se redressa, des décennies de sang-froid aristocratique revenant automatiquement. « Je veux tout savoir. Chaque détail, chaque moment, chaque décision qui m'a coûté ma fille pendant 28 ans. »« Et vous le saurez, » promit Thérèse. « Mais pas ce soir. Ce soir, vous devez absorber cette vérité. Vous devez commencer à vous reconnaître comme la famille que vous avez toujours été. » Antoine regarda à nouveau Amélie, voyant non seulement l'amie qu'il avait rencontrée ces derniers mois, mais sa sœur jumelle, son autre moitié, la pièce qui lui avait toujours manqué. « Les filles, » murmura soudain Amélie. « Elles ont une grand-mère maintenant, une famille. » Geneviève sanglota à nouveau, la mention de ses petites filles, ses toutes premières petites filles, brisant le dernier reste de sa contenance. La nuit tomba dehors, mais aucun d'eux ne remarqua le passage des heures. Dans ce petit appartement, il y avait trop à traiter, trop à ressentir, trop à comprendre. Thérèse regardait la famille de Valois, enfin réunie après 28 ans, commencer à se voir sous ce nouveau jour. Antoine et Amélie se tenaient toujours la main, comme si ce contact était une ancre dans la tempête d'émotions qui les entourait. Geneviève alternait entre fixer Amélie et couvrir son visage de larmes. Et Thérèse ? Thérèse sentit le poids de décennies de secrets commencer enfin à se lever. Demain, il y aurait plus de révélations. Demain, Brigitte Dupont partagerait sa part de la vérité. Demain, il commencerait à vraiment comprendre comment tout cela s'était produit. Mais aujourd'hui était le moment d'exister simplement dans cette nouvelle réalité, d'absorber le fait qu'une famille déchirée par un incendie et par une erreur humaine trouvait enfin le chemin du retour. La dernière photo dans la boîte de Thérèse montrait 4 bébés dormant paisiblement, leurs minuscules taches de naissance en forme de croissant visibles comme des signes du destin. Un destin qui, après 28 ans de séparation, complétait enfin son cercle, réunissant ce qui n'aurait jamais dû être déchiré. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière semblait plus petit qu'Antoine ne se le rappelait des photos. L'aile est, reconstruite après l'incendie, se distinguait du reste du bâtiment par son design plus moderne. Amélie serra la main de son frère alors qu'ils montaient les marches de l'entrée, tous deux sentant le poids du moment. Geneviève et Thérèse suivaient à quelques pas, la matriarche de Valois semblant avoir vieilli de 10 ans en une nuit, le choc de la révélation sur Amélie encore gravé sur ses traits aristocratiques. « Brigitte nous attend dans l'ancienne maternité », les informa Thérèse, les guidant à travers des couloirs qu'elle connaissait bien. Elle n'a jamais quitté l'hôpital, transférée à l'administration après l'incendie. Le groupe s'arrêta devant une porte étiquetée « Archives historiques ». Brigitte Dupont les attendait, ses mains ridées, agrippant un journal usé et un vieux dossier. À 60 ans, son visage portait le poids d'un secret gardé pendant près de 3 décennies. « Thérèse » salua-t-elle d'une voix tremblante, puis ses yeux tombèrent sur Antoine et Amélie. « Mon Dieu, vous voir ensemble !» Amélie se rapprocha instinctivement d'Antoine.
Depuis la révélation de la veille, c'était comme si un aimant invisible les tenait proches l'un de l'autre, rattrapant les années qu'ils avaient repassées séparés. « Pourquoi ici ?» demanda Geneviève, la voix tendue. « Pourquoi nous ramener à cet endroit ?» Brigitte leur fit signe d'entrer. La pièce était petite, des classeurs en métal tapissaient les murs, une table ronde au centre. Sur celle-ci, de vieux plans d'hôpital et des photos en noir et blanc de l'époque de l'incendie. « Parce que c'est ici que tout a commencé, » répondit Brigitte en s'asseyant lourdement. « Et c'est ici que vous devez comprendre comment un moment de distraction a changé tant de vies. » Elle ouvrit son vieux journal, ses pages jaunies remplies d'une écriture serrée. « C'était un double service, » commença-t-elle, ses doigts traçant les mots qu'elle avait écrits il y a si longtemps. Nous étions en sous-effectif, 3 infirmières absentes pour une grippe. La maternité était bondée. 18 mars 1997, 23h45. 2 naissances de jumeaux en moins de 3 heures. Les 2 Valois d'abord, un garçon et une fille, tous 2 en bonne santé. Tache de naissance en croissant identique sur l'épaule droite. Puis les jumeaux Laurent, également avec une marque similaire. Quelle coïncidence! Il faut être très prudente avec les identifications. Brigitte s'arrêta, des larmes se formant dans ses yeux. J'étais si épuisé. 36 heures de service, courant d'une chambre à l'autre. 19 mars 1997, 2h15. Confusion avec les bracelets d'identification pendant le changement de service. Dois revérifier tous les bébés avant... Que s'est-il passé exactement ? Demanda doucement Antoine. Brigitte prit une longue inspiration. Les bébés ont été emmenés à la nurserie en même temps. 4 nouveau-nés, tous avec la même tâche de naissance, tous nés à quelques heures d'intervalle. Je faisais la dernière vérification avant de passer le relais. Elle sortit une vieille photographie du dossier. L'ancienne nurserie. 4 petits berceaux côte à côte. Les bracelets d'identification étaient notre seul moyen sûr de distinguer les bébés, continua-t-elle. J'aurais dû attendre de l'aide, j'aurais dû appeler une autre infirmière. Mais j'étais si fatigué, si sûr de pouvoir gérer cette dernière tâche seule. Amélie toucha inconsciemment sa tache de naissance à travers son chemisier. « Et vous avez échangé les bracelets ?»« Pas exprès, » sanglota Brigitte. « Je vérifiais les données, je réajustais les bracelets qui semblaient trop lâches. À un moment donné, entre ma fatigue et la précipitation, je les ai mélangés. » Geneviève se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait sa routine, indifférente au drame qui se déroulait dans cette petite pièce. « Quand avez-vous réalisé l'erreur ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. Brigitte ouvrit d'autres pages de son journal, révélant des gribouillis frénétiques. 19 mars 1997, 4h30. Quelque chose ne va pas avec les identifications. Les dossiers ne correspondent pas. Dois revérifier. 19 mars 1997, 5h15. Alarme incendie. De la fumée provenant de l'aile est. Procédure d'évacuation en cours. Mon Dieu, les bébés! Le feu a commencé avant que je puisse réparer mon erreur, continua Brigitte, la voix brisée. Tout est devenu un chaos. Des bébés évacués à la hâte, des parents affolés, de la fumée partout. Thérèse, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha de la table. J'arrivais pour le service suivant. Quand je suis arrivé, l'hôpital était déjà en flammes. Brigitte hocha la tête. Thérèse a trouvé certaines de mes notes préliminaires, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais à ce stade, sauver des vies était prioritaire sur la paperasse. Elle sortit plus de documents de son dossier. Dossier de l'hôpital, rapport des pompiers, coupure de presse de l'époque. Pendant l'évacuation, les bébés de Valois et Laurent ont été séparés dans la confusion. Avec les bracelets échangés, Isabelle de Valois a été enregistrée comme l'une des jumelles Laurent et emmenée à l'orphelinat les orphelins de Sainte-Marie quand aucun parent n'a été trouvé. Amélie Isabelle laissa échapper un sanglot étouffé. Antoine passa immédiatement un bras protecteur autour d'elle. « Et les vrais jumeaux, Laurent ?» commença Geneviève. « Ils sont morts dans l'incendie, » termina doucement Brigitte. « Lorsque leurs corps ont été retrouvés avec le bracelet échangé, nous avons supposé que c'était Isabelle de Valois. »
Le silence qui suivit était lourd de décennies de culpabilité et de regret. « Pourquoi n'avez-vous rien dit après ?» demanda Antoine, la voix tremblante. « Une fois que vous avez réalisé l'erreur ?» Brigitte sortit un dernier document, une lettre de démission datée d'1 semaine après l'incendie, mais jamais soumise. « La lâcheté », admit-elle. L'erreur avait déjà coûté 2 vies. Les familles étaient en deuil. Révéler la vérité alors aurait semblé cruel. Alors j'ai été transféré à l'administration, où je pouvais gérer les dossiers, conserver les preuves, en attendant le bon moment. Le bon moment ? Geneviève se tourna de la fenêtre, les yeux brillants. 28 ans. C'était ça, le bon moment ? Geneviève, intervint doucement Thérèse. Aucune de nous n'a agi correctement. J'ai aussi suspecté et gardé des secrets. Mais pourquoi ? Demanda Amélie, la voix petite. Pourquoi garder toutes ces preuves si vous n'aviez jamais l'intention de révéler la vérité ? Brigitte ferma son journal avec des mains tremblantes. Parce que je savais qu'un jour la vérité trouverait son chemin. Et quand ce serait le cas, vous méritiez tous de savoir exactement ce qui s'était passé. Elle poussa le dossier et le journal vers Antoine et Amélie. Voilà, chaque détail de ces 48 heures, chaque décision, chaque erreur, l'histoire complète de comment vous avez été séparés. Antoine ouvrit le journal, Amélie se penchant sur son épaule. La page racontait une histoire d'épuisement, de décisions hâtives, d'une confusion apparemment mineure qui s'était répercutée sur des décennies. « Il y a plus », ajouta Brigitte en sortant une vieille clé de sa poche. « Dans les archives du sous-sol, j'ai conservé tous les dossiers originaux, les photos, les documents médicaux, même les bracelets d'identification originaux. » Geneviève s'approcha lentement de la table. « Vous avez gardé tout ça, toutes ces années ?» ?»« Oui, » hocha la tête Brigitte, « parce que je savais qu'un jour, je devrais répondre de mes actes. Et vous méritiez tous d'avoir la vérité complète. » Le groupe suivit Brigitte dans des couloirs étroits, jusqu'au sous-sol de l'hôpital. La salle des archives était un labyrinthe d'étagères en métal, de boîtes et de dossiers empilés jusqu'au plafond. Dans un coin éloigné, Brigitte s'arrêta devant une armoire verrouillée. « Ici, » dit-elle, les mains tremblantes en insérant la clé, « se trouve tout ce qui reste de cette nuit. » La première chose qu'ils virent furent les bracelets, petits et décolorés, montrant encore les noms échangés. Amélie en toucha un doucement, le bracelet qui aurait dû porter son vrai nom, sa vraie famille. « André et Rose Laurent, » commença Geneviève, la voix chancelante. « Ils sont morts dans un accident de voiture 1 semaine après l'incendie, » dit doucement Brigitte. « Peut-être que c'était miséricordieux qu'ils n'aient jamais appris la vérité sur leur bébé. » Antoine tenait une vieille photo, 4 berceaux côte à côte dans la nurserie, chacun avec un minuscule bébé dormant paisiblement, ignorant le destin qui les attendait. « Comment n'avons-nous pas vu ?» murmura Geneviève, plus pour elle-même que pour les autres. « Toutes les similitudes, toutes ces années. »« Parfois, » répondit doucement Thérèse, « nous ne voyons que ce que nous sommes prêts à voir. » Brigitte sortit plus de boîtes de l'armoire. Des dossiers médicaux complets, des rapports détaillés, même l'uniforme qu'elle portait cette nuit-là, encore marqué de taches de fumée. « Chaque pièce de cette histoire est ici, » dit-elle. « Chaque moment, chaque décision, pour que vous puissiez comprendre pleinement comment vos vies ont été affectées par mon erreur. » Amélie s'approcha lentement de Brigitte. La femme âgée recula, s'attendant à de la colère, des reproches. Mais au lieu de cela, elle sentit les bras d'Amélie l'envelopper dans une douce étreinte. « Merci, » murmura Amélie, « d'avoir gardé notre histoire, de nous avoir donné la chance de comprendre. » Les larmes que Brigitte avait retenues commencèrent enfin à couler. « Pardonnez-moi, » sanglota-t-elle. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Antoine se joignit à l'étreinte, suivi par Thérèse. Seule Geneviève restait à l'écart, traitant encore les décennies de pertes et de découvertes. « Il n'y a rien à pardonner, » dit doucement Antoine. « Ce qui s'est passé était un accident. Une terrible erreur, oui, mais un accident. » Brigitte se dégagea doucement, essuyant ses larmes.
Vous méritez de tout savoir, dit-elle en indiquant les boîtes de preuves. Chaque détail, chaque moment. Au cours des heures suivantes, dans le silence des archives du sous-sol de la Pitié-Salpêtrière, l'histoire complète de cette nuit fatidique émergea à travers des documents, des photos et des souvenirs. Brigitte et Thérèse comblèrent les lacunes, répondirent aux questions, partagèrent les souvenirs douloureux qu'elles avaient portés si longtemps. Lentement, comme un puzzle complexe qui s'assemble enfin, la famille de Valois commença à vraiment comprendre comment leur vie avait été façonnée par une série d'événements apparemment aléatoires, une nuit lointaine. Quand ils sortirent enfin de l'hôpital, des heures plus tard, le soleil se couchait sur Paris. Antoine et Amélie portaient des boîtes de documents, leur histoire, leur héritage, les pièces qui expliquaient comment ils avaient été séparés et miraculeusement réunis. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda doucement Amélie, regardant Brigitte et Thérèse se dire au revoir. Antoine serra sa main, la sienne. « Maintenant, nous commençons à construire notre histoire ensemble. Nous ne pouvons pas récupérer les années perdues, mais nous pouvons faire en sorte que chaque moment futur compte. » Geneviève s'approcha enfin d'Amélie, touchant doucement son visage. « Ma fille, » murmura-t-elle, « mon Isabelle, mon Amélie. » Et là, sur les marches de la Pitié-Salpêtrière, là où tout avait commencé, la famille de Valois, enfin complète après 28 ans, fit ses premiers pas vers un avenir commun. Le printemps arriva à Paris, apportant plus que de simples fleurs au parc de la ville. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation à la Pitié-Salpêtrière, et la famille de Valois apprenait lentement à naviguer dans sa nouvelle réalité. Le manoir de Valois, autrefois un monument à la solitude et aux apparences, résonnait maintenant des rires des jumelles. Chloé et Léa avaient chacune leur propre chambre dans la maison, décorée aux couleurs de l'arc-en-ciel et remplie de jouets que Geneviève achetait de manière compulsive, comme si elle essayait de compenser le temps perdu. « Grand-mère !» cria Chloé en courant dans les couloirs. « Regarde ce qu'oncle Antoine m'a donné. » Geneviève sourit à la vue de sa petite-fille, montrant fièrement un microscope jouet. « Oncle Antoine !» répéta-t-elle doucement, s'habituant encore à l'idée que son fils et Amélie, son Isabelle, sa fille perdue, étaient maintenant bien plus que de simples connaissances. La transition n'avait pas été facile. Les premières semaines furent un tourbillon d'émotions, de séances de thérapie familiale et de longues conversations se terminant souvent en larmes. « Comment gérez-vous tout cela ?» demanda le docteur Sarah Chen, la thérapeute familiale, lors d'une séance particulièrement intense. Amélie se tortilla sur le canapé, imitant inconsciemment le mouvement d'Antoine à côté d'elle. « C'est surréaliste. Parfois, je me réveille en pensant que tout n'était qu'un rêve. »« Un bon ou un mauvais rêve ?» pressa la thérapeute. « Les deux, » répondit Antoine, échangeant un regard de sympathie avec sa sœur jumelle. « C'est comme si nous avions gagné quelque chose d'incroyable, mais aussi perdu tellement de temps. » Geneviève, assise raidement dans son fauteuil, essuya discrètement une larme. « J'ai perdu 28 ans avec ma fille, 28 anniversaires, remise de diplôme, la naissance de mes petites filles. La culpabilité était une présence constante dans les premières semaines. Geneviève passait des nuits blanches à revivre chaque moment après l'incendie, se demandant pourquoi elle n'avait pas enquêté plus à fond. J'aurais dû demander à voir le corps, confia-t-elle à Thérèse une nuit. L'infirmière à la retraite était devenue une présence fréquente au manoir. J'aurais dû poser plus de questions. Thérèse lui tint doucement les mains. Geneviève, cette nuit-là, nous avons tous échoué d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, nous avons la chance de bien faire les choses. Le changement commença progressivement. Amélie et les jumelles gardèrent leur appartement de Belleville, mais passaient de plus en plus de temps au manoir de Valois. Antoine transforma l'une des pièces en un espace de travail partagé où lui et Amélie pouvaient passer des heures à parler, découvrant une vie de connexion perdue. « Tu collectionnes aussi les miniatures de voitures anciennes ?» s'exclama Amélie un jour, examinant la collection d'Antoine. « Et tu fais aussi des cauchemars de feu ?» nota-t-il une autre occasion, pendant une nuit où aucun d'eux ne pouvait dormir.
Chaque nouvelle découverte ressemblait à une autre pièce du puzzle, s'emboîtant, comblant le vide qu'ils avaient toujours ressenti, mais jamais compris. Brigitte faisait également des visites régulières, bien qu'initialement elles fussent tendues, chargées de culpabilité. C'est lors d'une de ces visites que Geneviève commença enfin le processus de pardon. « Vous avez tout gardé », dit Geneviève, en regardant à nouveau les dossiers et les photos que Brigitte avait conservées toutes ces années. « Parce que je savais qu'un jour la vérité sortirait, » répondit doucement Brigitte. « Et quand ce serait le cas, vous méritiez d'avoir toutes les réponses. » Les jumelles furent la clé du processus de guérison. Pour elles, la situation était simple. Elles avaient gagné une grand-mère qui les adorait, un oncle qui était en réalité le frère de leur mère, et 2 grands-tantes, en Thérèse et Brigitte, qui les gâtèrent de cadeaux et d'histoires. « Mais pourquoi toi et oncle Antoine êtes jumeaux si vous n'avez pas grandi ensemble ?» demanda Léa un jour, sa question innocente traversant les complexités des adultes. Amélie serra sa fille dans ses bras, cherchant les mots justes. « Parfois, ma chérie, la vie sépare des gens qui devraient être ensemble. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons tous ensemble maintenant. » Les mois passèrent, et avec eux vinrent les premières célébrations familiales. Le premier Noël au manoir de Valois fut inoubliable, Geneviève en faisant trop dans chaque détail, déterminée à rendre l'occasion parfaite. « Maman, » rit Antoine, en regardant le nombre stupéfiant de cadeaux sous le sapin, « tu vas gâter les filles pourries. »« Ce sont mes premières petites filles, » répondit Geneviève avec dignité. « J'ai beaucoup de temps à rattraper. » Amélie regarda la scène, les larmes aux yeux, sentant le bras de Thérèse autour de ses épaules. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Toute ma vie, j'ai rêvé de trouver ma famille biologique. Et maintenant ? » « Maintenant, tu as plus de famille que tu n'en as jamais imaginé, » termina doucement Thérèse. Le printemps se transforma en été, apportant des changements encore plus importants. Amélie accepta un poste chez Moreau Entreprises, travaillant aux côtés d'Antoine sur des projets sociaux. Son expérience de vie donna à l'entreprise une perspective unique sur l'aide aux communautés défavorisées. « Tu te souviens de cette nuit au restaurant ?» se rappela Antoine lors d'une réunion. Qui aurait deviné qu'1 an plus tard, nous serions là à transformer ce terrible moment en quelque chose de bien? L'automne arriva avec ses couleurs vives, et avec lui la décision d'Amélie d'adopter enfin le nom de Valois. Non pas en abandonnant Amélie Dubois, mais en ajoutant une nouvelle couche à son identité. Amélie Isabelle Dubois de Valois, signa-t-elle les documents, sentant le poids de l'histoire dans chaque lettre. Geneviève pleura en voyant le nouveau nom de sa fille, des décennies de pertes et de restauration cristallisées dans ce seul moment. Puis, presque sans s'en rendre compte, le 5e anniversaire des jumelles arriva. Le manoir de Valois fut transformé en un décor de conte de fées, avec des papillons et des fleurs partout, un thème personnellement choisi par Geneviève, qui avait découvert l'amour des filles pour les jardins. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an, » dit Antoine, en aidant Amélie à arranger les dernières décorations. « 1 an que nous avons découvert la vérité, » acquiesça-t-elle en ajustant un arrangement floral. On dirait à la fois une éternité et juste un clin d'œil. Les invités commencèrent à arriver. Des camarades de classe des jumelles, des voisins de Belleville, des collègues de Moreau Entreprises. Thérèse et Brigitte arrivèrent ensemble, portant des cadeaux et des sourires émus. « Regarde cette famille, » dit Thérèse en regardant Geneviève aider les jumelles à souffler les bougies. « Qui aurait pensé que cette terrible nuit à l'hôpital nous mènerait ici ?» La célébration dura tout l'après-midi, remplie de rires, de jeux et de moments calmes de réflexion. Alors que le soleil commençait à se coucher, Antoine trouva Amélie, assise dans le jardin, regardant les jumelles jouer avec leurs nouveaux cadeaux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « À quel point la vie est étrange » répondit-elle en posant sa tête sur l'épaule de son frère. « Une erreur lors d'une nuit mouvementée dans un hôpital nous a séparés pendant près de 3 décennies. Une autre erreur, cette nuit-là au restaurant, nous a réunis. » Antoine prit sa main dans un geste qui était devenu naturel au cours de la dernière année. « Penses-tu vraiment que c'était une erreur ?»« Oh,
ou peut-être le destin, termina Amélie en souriant. Cela arrivait de plus en plus souvent maintenant, l'un complétant les pensées de l'autre. Les filles ont l'air heureuses, nota Antoine en regardant Chloé et Léa courir avec leur nouvelle poupée. Elles ont une famille maintenant, répondit Amélie. Leur famille complète, avec une grand-mère, un oncle et 2 grands-tantes qui ne peuvent s'empêcher de les gâter. Geneviève s'approcha, s'asseyant avec eux. Au cours des derniers mois, sa posture autrefois rigide s'était adoucie, comme si des années de deuil avaient enfin commencé à se lever. « Vous savez, commença-t-elle, la voix tremblante, j'ai passé tant d'années à vivre dans le passé, à pleurer Isabelle, que j'ai failli manquer la chance de rencontrer Amélie. » Amélie serra sa mère dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Et j'ai passé tant de temps à chercher mes parents biologiques que j'ai failli ne pas voir que ma famille était juste devant moi. Thérèse et Brigitte les rejoignirent dans le jardin, portant des flûtes de champagne, pour un toast. « À la famille », proposa Thérèse en levant son verre. « Pas seulement celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit par l'amour et le pardon. »« À la vérité », ajouta doucement Brigitte, qui, même quand elle fait mal, a le pouvoir de guérir. « Aux secondes chances, » dit Geneviève, en regardant avec amour sa fille retrouvée. Antoine et Amélie échangèrent un regard, des années de vide enfin comblées par la présence de l'un et l'autre. « Au lien que même le temps ne peut briser, » dirent-ils à l'unisson, faisant rire tout le monde de ce trait synchronisé qu'ils avaient développé. Les jumelles accoururent, se jetant dans les bras de la famille réunie. Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin de teintes dorées, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de guérison et de renouveau. « Maman, » demanda Léa, blottie dans les bras d'Amélie. « Es-tu heureuse » Amélie regarda autour d'elle, son frère jumeau, que le destin lui avait rendu, sa mère, qui avait appris à aimer à la fois Amélie et Isabelle, Thérèse et Brigitte, qui avaient porté le poids de la vérité si longtemps, et ses filles, qui avaient enfin la famille qu'elles méritaient. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-elle, la voix épaisse d'émotion. La nuit tomba sur le manoir de Valois, les étoiles commençant à parsemer le ciel de Paris. À l'intérieur de la maison, la célébration continuait, non seulement pour l'anniversaire des jumelles, mais comme une étape importante dans une année de redécouverte, de pardon et d'amour inconditionnel. Une seule erreur, lors d'une nuit mouvementée dans un hôpital, avait séparé 2 frères et sœurs jumeaux pendant près de 3 décennies. Mais le destin, dans sa sagesse infinie, avait trouvé un moyen de réparer cette injustice, prouvant que certains liens sont trop forts pour être brisés à jamais. Et là, dans ce jardin, sous les premières étoiles du soir, la famille de Valois, entière et guérie, encore plus forte que jamais, célébrait non seulement son passé retrouvé, mais l'avenir qui s'étendait devant eux, un avenir promettant plus de moments de joie, plus de découvertes partagées et plus d'amour que l'un d'eux n'avait jamais osé l'imaginer.